quelques secondes. C'est bon. Je crois qu'on est en ligne, on est en ligne. À vérifier. Ouais. Bonsoir, bonsoir à tous qui nous regardent. Vous êtes sur la page de Builder of Tomorrow pour notre live du samedi. Aujourd'hui, on reçoit Shannon Inyanga et Enoch Mesebe pour notre live sur la dépression. Donc, le titre du jour, c'est « Comprendre la dépression chez les jeunes Africains ». Je vais laisser la parole aux dames, donc à Shannon, pour qu'elle s'introduise un peu et qu'elle nous parle de ses comptes professionnels. Shannon, ton micro est coupé. Désolée. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, je ne vous vois pas malheureusement. Donc, moi, c'est Shannon Inyanga et voilà, je suis une jeune étudiante et je suis également la fondatrice de Dear Leader, une plateforme que j'ai créée, ça va faire de cela un petit moment. C'est vrai que j'étais absente pendant un petit moment, mais je suis de retour. Et le but, en fait, de ma plateforme, c'est en fait de faire comprendre aux gens que nos mentalités ont vraiment un problème et ne sont pas adaptées à notre époque et qu'il faut vraiment qu'on les réadapte. Donc, c'est ça en général le concept. C'est une plateforme d'orientation pour les jeunes en quête professionnelle, éducative et personnelle également. Donc, c'est un peu ça. J'ai essayé de faire le tour. Je vous remercie. Merci, Shannon. Alors, Enoch, je te présente pour nous, s'il te plaît. Alors, bonsoir tout le monde. Moi, je suis Enoch Adam Mesebe, étudiant en dernière année conception mécanique et aussi photographe. Du moins, la photographie est une passion que j'ai développée il y a 2 ans de cela, qui était justement, j'étais dans une phase de ma période où je cherchais quelque chose à faire et je me suis mis à la photo. Donc, j'ai créé, j'ai mis en place j'ai un petit nom, nanokitoko.pix sur Instagram. J'ai aussi un portfolio qui montre assez bien mon domaine de compétences, toujours en développement, bien sûr. Donc, pour l'essentiel à savoir sur moi, on va dire, c'est ça. Ok, tout à l'heure en commentaire, vous aurez les comptes professionnels, les liens des comptes professionnels de Enoch et Shannon, leur compte Instagram, Facebook et aussi le compte pour le portfolio de Enoch. C'est vraiment magnifique, vous devrez aller jeter un coup d'œil. Donc, les gens, s'il vous plaît, si vous êtes là, n'oubliez pas de partager, mentionnez vos amis pour qu'ils regardent avec vous. Parce que la dépression, c'est un sujet assez sensible et assez sérieux. Mais malheureusement, en Afrique, il est considéré plus ou moins comme un sujet tabou parce qu'on en parle rarement, alors qu'il y a des gens autour de nous qui en souffrent vraiment. Donc, partagez. Je vous laisse quelques minutes pour partager avant qu'on rentre dans le truc même, qu'on rentre dans le sujet. Donc, partagez. Je vais essayer de voir si j'arrive à me... Donc, j'espère qu'aujourd'hui, vous allez bien. Aujourd'hui, c'est samedi. J'espère que vous êtes contents d'être là sur notre page parce qu'après, c'est samedi. J'espère que vous n'avez pas de programme. J'espère, ça me plairait vraiment, que vous aviez des programmes et que vous avez annulé pour venir regarder notre live. Franchement, merci à tous ceux qui sont là. Merci à ceux qui sont là. Partagez, aimez, abonnez-vous à la page de Builder of Tomorrow. Et n'oubliez pas de commenter si vous avez des questions, si vous avez envie de partager votre vécu. Vous pouvez partager votre vécu avec nous en nous écrivant directement en inbox ou en laissant un commentaire. Je vous assure que parler de dépression lorsqu'on en souffre, ça libère. Ça nous fait nous sentir mieux parce qu'on a l'impression que les gens, ils nous comprennent et c'est le plus important dans ce sens. Quand on est dans cette, je dirais ça une impasse parce que c'est comme si on est là et il y a des murs qui se rapprochent et qui s'apprêtent à nous faire éclater en fait. Et le fait d'en parler, c'est vraiment se libérer. Donc, n'hésitez pas à commenter. Si vous ne voulez pas vous exposer, vous pouvez nous écrire en inbox. Vous aurez les liens des comptes professionnels de Enoch et Shannon. Vous pouvez les écrire directement pour qu'ils essaient de vous aider, de vous guider dans votre combat au quotidien contre la dépression. Donc, on va tout de suite commencer avec la première question et je vais laisser l'honneur aux dames. Donc, je vais demander à Shannon de nous définir la dépression. Nour, excuse-moi, avant de commencer. Est-ce que tu pourrais m'envoyer le lien pour que je puisse le partager?
Une seconde, s'il te plaît. Je ne sais pas comment, si je veux partager, Tu si peux j'ai le la récupérer sur possibilité. Facebook, non, je crois. Ah, je peux me... Le Sur la problème, c'est page, que lorsque je sors de mon Facebook, sur la page sur leur page, normalement tu récupères le lien et tu le partages et tu pourras le partager. d'accord. Ah, du coup, là, je ne pourrais pas parce que du coup, il faut sortir. Bon, bref, c'est pas grave, on va commencer. C'est bon, Shannon, tu as pu partager le lien? Non, sauf si tu pourrais me l'envoyer, par contre, ça me ferait plaisir parce que du coup, si je sors, mon écran sera figé et on me verra plus faire des mouvements. Joanne se chargera de t'envoyer le lien tout de suite. D'accord, ok, merci. Bah, du coup, comme l'a dit Nour, je pense qu'on va commencer. Et la question, Nour, s'il te plaît, tu peux me réitérer? Avec tes propres mots, est-ce que tu peux définir la dépression comme tu le ressens? D'accord. Bah, du coup, en fait, la dépression, personnellement, de ce que je sais, c'est avant tout un état de mal-être. C'est vraiment je peux dire, une souffrance intérieure. Et ça peut aller plus loin parce que ça peut devenir une forme de maladie mentale. Donc, après, il y a différents types de dépression et ça dépendra en fait du niveau de dépression et du type de dépression en fonction de la personne également. Donc, principalement, la dépression, pour ma part, c'est un état de mal-être, un mal intérieur parce que, comme on le sait tous, nous sommes constitués de 3 parties, c'est-à-dire le corps, l'âme et l'esprit. Et c'est dans l'âme, en fait, que l'être humain a toutes ses émotions, a tous ses sentiments et tout cela. Ce qui fait que la dépression, en fait, est liée au fait qu'il est accumulé tellement de, comment dire ça, de cassures dans son âme et il arrive à un point où il se dit, là, je ne peux plus tenir et il rentre dans une phase noire que justement on appelle la dépression. Donc, c'est vraiment un état de mal intérieur. Ok, merci Shannon. Alors Enoch, comment tu définirais toi la dépression? Alors, pour rejoindre ce que Shannon a dit tout à l'heure, en fait, la dépression, pour moi, en fait, c'est une blessure de l'âme. Par blessure de l'âme, j'entends un trouble, on va dire un trouble mental qui se caractérise par moment, pardon, par une perte d'intérêt, qui se caractérise par on va dire une fatigue constante, qui se caractérise par, je sais pas, une grande culpabilité, un manque de sommeil, en fait, différents phénomènes qui perturbent notre quotidien. On n'est plus exactement les mêmes quand on rentre dans cette phase-là. Et je me dis, et avec le temps et du recul aujourd'hui, je peux dire que c'est un élément en fait qui nous change, qui nous, on va dire, qui mute complètement notre manière de voir, de faire les choses, on ne peut même pas comprendre nous-mêmes. On se rend compte juste de ça quand on est, on va dire, devant le mur et on se dit, wow, on est arrivé là, comment? En gros, c'est un trou noir dans lequel on entre et par moment, on ne peut pas, pour certains, comme Shannon a dit, on ne peut pas ressortir de ça assez facilement. Donc, pour les Ok, merci. Bon, vous êtes là en quelque sorte pour nous faire comprendre la dépression chez les jeunes Africains, mais aussi pour apporter une sorte de soutien aux jeunes qui traversent la dépression. Et je crois que là, je vais rentrer dans des questions un peu plus personnelles. Vous n'avez pas besoin de vous dévoiler totalement, mais juste pour que les gens ils essaient de comprendre un peu votre vécu et peut-être s'identifier aussi à vous. Donc, je vais commencer par Shannon et honneur aux dames. Donc, Shannon, tu as été dépressive à un moment de ta vie. Qu'est-ce qui a causé ton état dépressif? Bah, du coup, moi, je dirais personnellement que c'était dû à une succession d'événements, en fait. Déjà, de nature, je suis une personne assez, je pourrais dire, c'est vrai, extravertie, mais introvertie quand il s'agit de ma vie privée. Je ne me dévoile pas assez et je ne suis pas le genre qui va venir vers une personne pour commencer à expliquer lorsqu'elle a un problème ou lorsqu'elle se sent mal. Ça, c'est déjà un. Ce qui fait que je me referme à chaque fois sur moi-même et j'accumule. C'est des choses que j'ai accumulées depuis tellement longtemps, depuis mon enfance,
qui sont liées non seulement à des relations familiales, mais aussi à des relations personnelles. Et je dirais en fait qu'en grandissant, j'ai tellement accumulé, je me suis tellement mis en bouclier en me disant, je suis forte, je peux tenir toute seule comme une grande, qu'au bout d'un moment, il y a eu un élément déclencheur qui est venu tout faire basculer. Et je me suis retrouvée dans un état vraiment trou noir où j'avais l'impression comment dire ça, comme avec les maladies auto-immunes, que c'était moi-même, mon âme qui m'attaquait parce que mes propres défenses étaient en train de m'attaquer parce que j'étais arrivée à un point où je noircissais vraiment de l'intérieur. Mais j'étais toujours dans cet état-là en me disant, c'est moi, je sais tenir, je sais être forte, donc je ne vais pas fléchir et tout ça. Mais pour revenir principalement à la question, comme je disais, c'était dû à une succession d'événements familiaux que j'ai accumulés durant mon enfance. Et quand j'ai voyagé, quand je me suis déplacée, que je suis venue ici, il y avait déjà le manque de mes parents qui m'a vraiment affectée, le manque de ma famille, être loin des siens. Il y avait des situations qui n'étaient pas faciles ici et il fallait tout gérer. Et je me suis retrouvée dans une situation, je vais pas en parler malheureusement, désolée, mais je me suis retrouvée dans une situation où je me suis sentie, je ne me suis pas sentie, comment dire ça, j'avais l'impression que je déviais de ma vision en fait, j'avais vraiment cette impression que je déviais de ma vision et je suis tellement rigoureuse avec moi-même avant de l'être avec les gens que je me suis dit, pas toi Chanel, tu peux pas dévier de la sorte, tu peux vraiment pas faire ça. Et donc j'ai commencé à me culpabiliser en me disant, c'est pas normal, c'est pas bien, c'est pas normal que tu dévies, c'est pas normal. Et ce qui fait en sorte que tout est remonté en fait. Tout ce que j'ai accumulé durant des années, tout ce que j'ai essayé de retenir en moi est remonté et je me suis vraiment retrouvée dans un trou noir. C'est vraiment, comme je disais, c'est vraiment une succession d'événements depuis l'enfance et il y a eu un élément déclencheur quand je suis arrivée qui a tout fait bouleverser et je me suis encore refermée. Au lieu de m'ouvrir davantage, je me suis encore refermée sur moi-même. Ok, donc on va continuer avec Enoch. Donc Enoch, qu'est-ce qui a causé ton état dépressif? Alors, pour la petite histoire, ayant connu les choses de la vie assez très tôt, je me suis, on va dire, engagé. J'ai toujours été quelqu'un, pour ceux qui me connaissent pour la plupart, de très arrogant, fermé d'esprit, fier. Et arrivé justement ici en France, j'ai fait la rencontre d'une personne dont je vais taire le nom pour faire court. Et cette personne et moi, on a entretenu une certaine relation que j'ai superbement appréciée et du moins je voyais assez loin avec cette personne. Et après, mon immaturité a repris le dessus, ce qui a entraîné une série de problèmes avec cette personne-là. Et à un moment donné, cette personne-là avait vraiment besoin de moi. On va dire, on était dans une phase qui a duré 8 mois, où cette personne était vraiment, elle me cherchait. Et moi, je n'étais pas justement là pour aider la personne. Puis est venu un moment donné où elle s'est décidée en fait de se tourner vers elle-même. Elle s'est décidée de reprendre les choses en main pour elle en m'éloignant moi. Et quand moi j'ai réalisé la chose, il était quand même il était vraiment trop tard parce qu'elle n'est plus jamais revenue après ça. On est rentré dans une phase où j'étais complètement perdu, complètement, parce que c'était quelqu'un que j'aimais beaucoup. Et de cet amour, en fait, cet amour-là, le simple fait de voir cette indifférence envers quelqu'un qu'on a aimé pendant quand même assez longtemps, c'est dur, c'est vraiment dur. Et comme ça, en parler comme ça, c'est drôle. Mais il y a de cela 2 ans, je ne pouvais pas en parler parce que pour moi, je me disais, en fait, c'était tellement fort. C'était une blessure que j'avais ici, mais que je ne pouvais pas soigner. C'était un virus qui était dans mon corps, mais que je ne pouvais pas guérir. Mais je le vivais. Je respirais ça. Chaque soir, j'y pensais. Je repensais à mes fautes. J'étais tout le temps en train de me culpabiliser, de vouloir me faire. J'étais en train de toujours me remettre en question. Pourquoi j'ai fait les choses pourquoi j'ai fait les choses comme ça et pas comme ça? Toujours en train de me remettre en question. Donc, je ne pouvais pas parler avec les gens en m'ouvrant, en montrant ma faiblesse, en montrant que moi aussi je suis faible, moi aussi j'ai un cœur. Donc là, ça m'a entraîné dans cette phase-là où j'étais dans une phase de solitude.
Et de cette solitude-là est venue une phase de chute qui m'a conduit justement à ce point où je me posais 1000 questions sur moi, où je n'étais plus moi du tout, où je blessais les gens qui m'aimaient involontairement avec les choix que j'ai décidé de faire parce que je voulais me punir, en fait. Je voulais me punir d'avoir mal agi. Donc, c'est un Exactement. peu ça. Donc, on va dire, c'était vraiment, ça, c'est pas tout ça. Ceci s'est passé, je crois, au courant de 2017-2018, je sais plus. C'est dans les clous là. Et voilà. Donc, c'est ça pour l'essentiel. Ok, donc à quel moment est-ce que vous dites que, ouais, là, je suis en train de faire une dépression? À quel moment vous vous rendez compte de tout ça, en fait, Chanel? Bah, du coup, je pense pour ma part, c'était vraiment à un moment où je me suis refermée davantage. Déjà que je ne suis pas très fermée, très ouverte émotionnellement. Comme disent mes potes, je suis pas très sociable. Je me suis davantage refermée sur moi-même et j'avais l'impression en fait que tout le monde autour de moi avait un problème contre moi en fait. Personne ne m'aimait, que voilà. Et donc, je dirais que c'était vraiment à cette période où je me suis rendu compte au fait que j'étais davantage en train de me refermer sur moi-même, mais que j'avais mal de l'intérieur. Comme disait Enoch, c'est une douleur interne que tu ne peux pas, tu peux essayer de, comment dire ça, de t'évader, tu vas vouloir t'évader, tu peux essayer de chercher à te distraire, mais même en essayant de chercher à te distraire, tu arrives toujours à un point où tu te retrouves seul et tu te dis, voilà, tu es au pied du mur, tu es vraiment décapité. Mais je faisais en sorte vraiment que ça ne se lise pas sur mon visage. Et j'étais vraiment refermée sur moi-même. J'étais vraiment triste de l'intérieur. Je pouvais rire avec des gens, mais j'étais triste de l'intérieur. Et je savais ce qui avait causé cette tristesse-là, mais je ne voulais pas le montrer. Et j'étais très mal, j'étais vraiment très mal. Et je pense que c'est ce moment-là où je me suis rendu compte que là, c'était une dépression que j'étais en train de faire. Parce que oui, il est bien vrai que de nature, concernant ma vie privée, je ne suis pas assez expressive, mais en ce qui concerne les relations en général, les relations sociales, j'essaie quand il y a des gens d'être enjoy et tout, et c'est vraiment, je le ressens de l'intérieur, je sens vraiment que là, je suis dans mon élément, comme on dit communément, mais là, à cette période-là, j'étais vraiment refermée. Et ça n'allait vraiment pas de l'intérieur. J'avais l'impression d'être brisée. J'avais l'impression que la Chanel en mode oui et tout, était vraiment à terre. J'avais vraiment cette impression. Mais je ne voulais pas manifester ça aux gens, en fait. Comme je vous l'ai dit, c'était vraiment intérieur. Vous avez pu remarquer que tout au long du discours de Chanel, j'étais en mode genre, tout simplement parce que je me reconnais, mais carrément dans tout ce qu'elle décrit, en fait. Et je suis sûre que vous êtes nombreux là à vous reconnaître, en fait, ce sentiment que le monde autour de vous s'écroule, que personne ne vous aime, qu'il n'y a personne pour vous. C'est ces sourires fake qu'on fait pour montrer aux gens qu'on est OK, alors qu'au fond, c'est la catastrophe, en fait. Donc, Enoch, tu nous expliques un peu à quel moment tu as su que tu étais dépressif. Moi, j'ai vraiment réalisé que j'ai été dépressif. C'est même pas à la fin de ma dépression, c'est des années après. Parce que justement, dans ma phase questionnement, en essayant de faire un rétro sur une partie de ma vie, j'ai compris qu'en fait, ouais, je pense que pendant un moment, j'ai vraiment bugué. Parce que pendant ma phase de dépression, je me suis fait un piercing. Je passais mon temps, la plupart du temps, à boire pour essayer d'évacuer, pour essayer de me noyer, vraiment me noyer. Et je vais dire ça comment? Je parlais très peu avec les gens. Mes amis, du moins que je côtoyais à cette époque-là, je les côtoyais plus du tout. Parce qu'en fait, avec la personne que je fuyais, en fait, on avait un entourage commun. Ce qui faisait que moi, je m'éloignais. Et en m'éloignant, j'essayais toujours de paraître fun, on va dire, en montrant que ouais, ça va, oui, je profite, oui, la vie c'est enjoy, oui, ceci, oui, cela, alors que c'est faux. J'avais un masque qui montrait le sourire, qui montrait le smile, mais en fait, au fond, j'étais blessé. J'étais vraiment blessé. Mais je suis quand même content d'avoir pu avoir cette phase de ma vie parce que ça m'a permis de faire justement, de toujours me remettre en question. Quand un truc ne marche pas, que ce soit avec moi, même si c'est moi qui ai fauté ou même c'est quelqu'un d'autre,
j'apprends à voir à quel moment, moi, Enoch, j'ai fait la faute. Donc, vraiment, pour ne pas m'évader, ma dépression, en fait, je l'ai ressentie vraiment en faisant un rétro sur moi-même, en faisant un rétro par rapport à toutes les différentes étapes que j'ai pu affronter, les différentes étapes que j'ai pu créer juste pour que les gens puissent s'intéresser à moi, juste pour que je montre qu'en fait, ça va. Vous en faites pas, ça va. Mais en fait, ça n'allait pas. Et même là, je me dis encore, et même là, maintenant, quand j'ai un problème, je ne chute plus. Je me dis, c'est une phase, ça va passer. Avec là, maintenant, c'est plutôt un sourire de confiance, d'espoir. Mais mais plus un sourire de ouais, ça va, et puis j'ai rien à faire de ce qui se passe autour de moi et tout. Non. C'était vraiment après. J'ai vraiment pas eu une phase pendant ma dépression où je me suis dit, ah tiens, là, je suis en train de bugger complètement. Non. C'était vraiment, vraiment après. Est-ce que pendant votre phase de dépression, vos proches, votre entourage, vos parents, etc., est-ce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait un changement, qu'il y avait un truc? Est-ce qu'ils se sont rendus compte de ça? Chanel? Pour ma part, non. Déjà parce que comme je le dis, je n'aime pas être, je peux dire, le maillon faible. Je n'aime pas montrer mes faiblesses. Ça, c'est un point. Et lorsque je suis dans un environnement, je ne vais pas être le genre de personne qui va s'apitoyer sur son sort en se disant, oui, moi, je vis ça et ceci. Non, j'essaie d'être là avec les autres et de voilà, de pas leur faire comprendre que là, je vais mal. Et donc, je dirais que non, les personnes autour de moi ne s'en sont pas rendues compte. D'autant plus que à cette période-là, je n'étais pas, je dirais, assez proche des personnes autour de moi. Donc, je faisais en sorte de vraiment me restreindre, de vraiment me mettre dans mon coin. Et il est assez difficile de me cerner, en fait, parce que je peux facilement être là, je rigole et tout, sans vraiment montrer le fond de moi-même. Donc, c'était vraiment difficile déjà de le percevoir. C'était difficile de le constater et les personnes autour de moi n'ont pas remarqué, en fait. Elles n'ont vraiment pas remarqué. C'est passé inaperçu et c'était vraiment passé inaperçu. Alors, Enoch, ton état dépressif est aussi passé inaperçu ou bien il y a des gens qui s'en ont rendu compte? Il est passé inaperçu, totalement inaperçu. Ils se sont tous rendus compte de ça quand je suis sorti du quartier psy, que j'étais vraiment sérieux, que ça n'allait pas. Parce que j'ai été interné pendant 3 jours, je vais dire, et il y avait une prolongation parce qu'on avait détecté en moi une grosse colère. Parce que je suis quand même quelqu'un de colérique à la base. Donc, avec ça encore, ça a dupliqué, on va dire, mes sens à ce niveau-là. Donc, ils se sont vraiment pas rendus compte d'entrée de jeu, mais c'est vraiment après. Et à ce moment-là, même quand j'ai parlé avec ma mère, j'ai vu ma mère pleurer pour la première fois. Et pour moi, c'était drôle à la fois, mais c'était touchant. Drôle parce que c'est une femme qui, devant moi, elle pleure jamais en fait. Elle pleure pas. Donc, voir comment cette femme-là pleurait, je me suis dit, wow, donc elle peut pleurer. Et même mes amis autour, et même la personne en question est revenue vers moi à ce moment-là. Je sais peut-être pas pour de la pitié, pour me soutenir, mais non, ils se sont absolument pas rendus compte. Parce que justement, mon masque, je l'ai toujours très bien porté. Et je suis pas là pour parler de mes problèmes à tout bout de champ. Parce que je préfère éviter les jugements des gens. Je préfère éviter les a priori par rapport à mes fautes, par rapport à mes erreurs, par rapport à mes choix. Et donc, voilà. Donc, pour la plupart, on va dire pour toute la phase que j'ai vécue, personne n'a pu voir qu'en fait, là, Enoch ne va pas bien. Mais c'est vraiment après l'élément choquant que tout le monde a dit, ouais, en fait, là, Enoch ne va pas bien. Donc, le refus de Et à ce parler, moment-là, genre, quand vous étiez dépressif, quand vous étiez perdu, est-ce que vous attendiez quelque chose de la part des gens qui vous entourent, genre, est-ce que vous vouliez qu'ils se rendent compte, qu'ils vous aident, qu'ils vous disent Enoch, Shannon, on est fiers de toi, on t'aime, genre, on est là pour toi. Est-ce que vous vouliez ça, en fait? Genre, est-ce que c'était comme si vous essayiez de tendre une perche et que quelqu'un vienne s'accrocher à ça et vous dire que oh yeah, I got your back. Est-ce que vous étiez un peu dans ce mood-là? Vous espérez quelque chose de la part des gens qui vous entourent? Je vais lancer Enoch. Enfin. en fait, en d'autres termes, je n'attendais pas de l'aide de la part de tout le monde.
juste d'une seule personne. De la personne pour qui, en fait, j'étais dans cette phase-là. J'attendais juste son retour. Pour moi, c'était un cri d'alarme, en fait. Quand j'ai manifesté par différents actes que j'ai pu poser, c'était pour que cette personne-là puisse remarquer, qu'elle puisse voir qu'en fait, la personne qu'elle disait, du moins avoir des sentiments aimés à ce moment-là, n'est plus le même. Il est perdu sans elle. Ça ne va plus. Il est complètement désorienté. Mais après, comme je dis, elle a quand même pu revenir à elle. Mais moi, derrière, j'avais créé un nouveau personnage. Parce que c'est vraiment comme ça que je suis passé de personnage en personnage. Donc, j'attendais vraiment pas de tout le monde, mais juste d'une seule personne. La personne qui m'a mis dans... On ne va pas dire qu'il m'a mis parce qu'elle ne m'a pas mis dans cet état. Ce sont mes mauvaises actions qui m'ont mis dans cet état, mais qu'elle puisse enfin me pardonner et permettre qu'on puisse avancer. Parce que pour moi, c'était la seule issue que je voulais, qu'on puisse avancer et non qu'on décide de se pardonner et que chacun fasse cavaler seul. Ok. Et toi, Chanel, t'attendais quelque chose de quelqu'un? En toute sincérité, non. Ça va faire un peu trash. Mais sincèrement, non, j'attendais rien de personne parce que je ne sais pas si c'est de l'orgueil ou de la fierté, mais je suis de nature à vraiment me dire, je peux m'en sortir seule. Je sais que c'est une force et ça peut aussi paraître comme une faiblesse parce qu'il y a des moments où je suis consciente que je ne peux pas tout assumer. Et c'est peut-être à ce moment-là où tout s'est retourné sur moi-même comme j'en parlais tout de suite, un peu comme une maladie auto-immune, parce que mes propres défenses se sont retournés contre moi-même. Certainement parce que je suis habituée à me dire non, j'attends rien de personne. Après, c'est vrai que ouais, je suis quelqu'une de très câline, j'aime bien les attentions, même si voilà, j'aime bien ce genre de choses, mais je vais en fonction de la personne, en amitié, c'est rare que je vienne dire j'ai besoin de ça, j'ai besoin que tu sois comme ça avec moi. Non, en fait. Donc, c'est vrai que sincèrement, ça fait du bien. Quand tu ne t'y attends pas, ça fait vraiment du bien. Parce que j'ai vécu des situations où on m'a fait des surprises, où on a été proche de moi au moment où je ne m'y attendais pas. Et tellement je n'étais pas habituée à ça, ça m'a vraiment fait du bien. Donc après, je me dis que c'est peut-être une mentalité que je me suis forgée en me disant, parce que j'ai jamais été habituée à ce genre d'attention, que ce soit en amour, que ce soit dans la vie en général, dans le milieu familial dans lequel j'ai grandi. J'ai pas été habituée au fait que, voilà, c'est vrai qu'on me portait de l'attention parce que voilà, tu apprends bien, tu es ceci, tu es intelligente et tout et tout. OK. Mais plus d'attention familiale, plus d'attention amicale, j'avoue que j'ai pas toujours été habituée à ça. Donc, j'ai forgé mon mental en me disant, j'ai pas besoin de ça. Et je pense que quelque part, peut-être, ça aurait été différent si une personne aurait remarqué et serait venue vers moi en me disant voilà, Chanel, j'ai remarqué ceci, est-ce que ça va? Et même là encore, lorsqu'on vient vers moi de la sorte, je me braque et je dis non, ça va, vous inquiétez pas, ça va. Donc, vraiment, personnellement, j'aurais pas attendu quelque chose de la part de mes amis ou de mes proches ou de ma famille, non, parce que comme je me dis, j'essaie d'être un monde à moi toute seule, mais c'est vrai que souvent, on ne peut pas tout être, on ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout assumer tout le temps, toute seule. Et souvent, c'est vrai que peut-être j'en ai besoin, peut-être j'en aurais eu besoin en cette période-là, mais sur le coup, non, j'en ai pas eu besoin. Et comment tu fais pour sortir de ton état dépressif, Chanel? Déjà, pour sortir de mon état dépressif, c'est vraiment là que tout s'est joué. C'est vraiment là que tout se joue tout le temps avec moi parce que j'avoue que j'ai un mental assez fort. J'ai un mental assez fort et je dirais que c'est en plus de mon mental, c'est peut-être aussi ma vision qui fait que à certaines situations ou même lorsque je flanche, j'arrive à me relever parce que j'ai des objectifs. J'ai des objectifs sur le long terme et ma principale source de motivation, c'est ma mère. En plus de ma mère, il y a Dieu aussi. Pendant cette période-là, je me suis vraiment beaucoup rapprochée de Dieu et ça m'a beaucoup aidée parce que je me suis rendu compte en fait que même lorsqu'une personne vient vers toi dans le but d'essayer de te comprendre ou d'apporter des solutions à ton souci, tu as l'impression que la personne ne te comprend pas assez ou même les mots
ne sont pas suffisants pour combler en fait cette blessure intérieure que tu as ou ce vide intérieur que tu as. Donc, ce qui fait que tu as l'impression que personne ne peut t'aider. Et donc, tu dois aller puiser cette force du plus profond de toi-même. Tu dois aller chercher cette force en toi et te dire, il faut vraiment avoir un moral d'acier pour se dire, je dois me sortir de cette situation. Parce que bien qu'il y ait des éléments indépendants de ma volonté, ma vie, après Dieu, c'est moi qui la dirige. Donc, si je laisse une situation dans la vie me traîner plus bas que terre, eh bien, la vie va me malmener. Et je pense que c'est toujours avec ce mental-là que moi j'évolue. Je ne laisse jamais rien. Peu importe la situation, je ne laisse jamais rien m'enfoncer. Je peux fléchir, ok, mais je ne reste jamais au sol. Ça, c'est, je dirais, une de mes qualités parce que c'est ce mental-là qui m'a toujours permis de m'en sortir. C'est ce mental-là qui, même lorsque j'allais mal, lorsque il y a des moments où vraiment j'en pouvais plus, j'étais mal. Et j'avais vraiment l'impression que personne ne me comprenait, en fait. J'avais vraiment l'impression que personne n'était là pour moi. Personne n'était là. Mais je me disais, Shannon, tu es seule, tu t'es toujours battue seule comme une grande fille. Tu vas te sortir de cette situation parce que tu n'as pas le choix, meuf. Tu n'as pas le choix, tu es obligée de te sortir de cette situation, que tu le veuilles ou pas. Parce que, et quand je repensais à ma mère, je repensais à tous les efforts qu'elle a fait jusqu'à présent pour que je sois qui je suis aujourd'hui. Je me disais, meuf, tu ne peux pas jouer comme ça parce que tu n'as pas que ta responsabilité entre les mains. Tu as la responsabilité de ta famille, tu as la responsabilité des personnes qui croient en toi. Donc, il y avait tellement de personnes qui, au fond, sans me connaître, croient en moi que je me dis, c'est vraiment fortifiant parce que tu as l'impression que ta force vient des personnes qui ne te connaissent pas, des personnes avec qui tu n'as pas une grande affinité. Et rien que pour ça, je me disais, meuf, tu n'es pas une flemmarde, tu n'es pas une perdante. Excusez-moi, parce que là, ça devenait. Tu n'es pas une flemmarde, tu n'es pas une perdante, donc tu vas te relever. Peu importe le nombre de larmes que tu vas faire couler, tu vas faire couler des larmes, c'est sûr, mais tu ne resteras pas au sol. Tu ne resteras pas à terre. Tu es obligé de te relever. Donc, c'est avec ce mental-là que je me suis dit, là, vraiment, il faut que je me lève. C'était compliqué parce que j'ai essayé déjà de le faire par moi-même. J'y suis arrivée à un moment, mais j'avais toujours ce sentiment qui manquait. Il y avait toujours quelque chose qui manquait en moi. Et c'est là qu'est intervenu Dieu parce qu'il a su restaurer, il a su combler ce manque, ce vide et tout ce qui avait été creusé en moi a été restauré grâce à Dieu. Donc, je sais que ce n'est pas tout le monde qui croit en Dieu, mais pour ma part, Dieu est venu faire le travail final, en fait. Il y avait déjà moi-même mon mental, mais Dieu est venu faire le travail final de ma vie. Shannon, laisse-moi te dire que je suis très fière de toi et que je t'admire et que j'adore ton état d'esprit. Franchement, continue sur cette ligne-là et continue d'encourager les gens autour de toi. On adore ce que tu fais sur Dear Leader. Ça te représente carrément. On adore. Alors, Enoch, comment es-tu sorti de ton état dépressif? Même tu as parlé là, elle a mis, comme on dit, elle a mis les organes, comme on dit en langage de jeune. Non, mais c'est vraiment, vraiment force à toi, vraiment. En tout cas, moi, pour ma part, pour sortir de cet état-là, on va dire, j'ai développé une personnalité, bon, que certains n'apprécient pas, en plus de mes différentes activités. C'est de là où est née justement la photographie. Parce que justement, j'étais toujours en train de... Déjà, j'étais allé en vacances, je crois, je suis parti en vacances, pardon, avec une amie à moi. On est allé au Maroc en vacances et elle prenait beaucoup de photos. Et de temps en temps, je prenais son appareil photo et on prenait des photos ensemble et tout. Et je voyais que pendant que je prenais ces photos-là, moi, je revivais en fait. J'exprimais quelque chose que parfois personne n'arrive à comprendre du tout, ou parfois d'autres personnes peuvent comprendre, mais la plupart du temps, je suis le seul à le comprendre. Donc, contrairement à Shannon, où c'était vraiment sa famille, sa maman qui a guidé son élan, moi, mon élan, je l'ai guidé un peu tout seul. Je me suis recentré sur moi-même. Je suis devenu un peu comme qui dirait narcissique. Je me suis vraiment catalysé que sur moi. Je faisais vraiment plus attention à ce qui se passait autour de moi et là, c'est vraiment sincère.
Je regardais vraiment plus autour de moi. Je me disais, pendant que j'étais mal, j'avais personne. Donc, en fait, ça veut dire que je peux vivre ou mourir en étant tout seul. Donc, pourquoi ne pas continuer sur cette lancée-là? Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, je ne suis pas tout seul. J'ai des amis sur qui je peux compter. J'ai des gens sur qui je peux compter. Mais c'était vraiment un braquage personnel. Je me suis refermé sur moi-même, ça c'est un. Mais j'ai appris à plus parler avec les gens. Quand une personne me pose une question par rapport à une difficulté, comme là, par exemple, par rapport à là, discuter de ce qui se passe sur la dépression, je viens et je parle ouvertement de ce qui s'est passé, tout en ne faisant pas attention aux gens qui vont peut-être se moquer, aux gens qui vont peut-être émettre un avis négatif, parfois désobligeant. Pour moi, ça me dit plus rien, en fait. Parce que je sais que les jugements des gens, pardon, ce sont juste des jugements. Et donc, pour pas faire long, vraiment, c'est vraiment en allant, en faisant beaucoup de photos, en développant ma photographie, en ayant des activités solitaires que Enoch, aujourd'hui, on va dire, j'ai pu sortir la tête de l'eau, quand même. Enoch, est-ce que tu gardes des séquelles de ton état dépressif aujourd'hui? Je garde quand même beaucoup de séquelles de mon état dépressif, dont le manque de sommeil. Parce que aujourd'hui, je dors pas plus de 4 heures par jour et je dois rattraper le sommeil parfois dans l'après-midi. Donc, j'arrive plus à dormir du tout, du tout. Et c'est resté comme ça. Mais bon, moi, j'en profite pour faire des choses en parallèle. Parce que je peux être debout à 3 heures, 4 heures du matin et j'ai rien à faire. Donc, au moins, je rentabilise mon temps. Ou encore, une des séquelles, et ça, c'est peut-être pas, c'est pas avantageux pour moi et c'est pas avantageux pour mon entourage. Je crois plus en personne. Je crois plus en personne. Quelqu'un peut me dire un truc aujourd'hui, je te repose la question dans 3 jours parce que pour moi, je veux m'assurer. Pour moi, je ne veux pas repartir dans cette bulle-là où on est dans l'éphémère. On est dans un élément passager, en fait. Le passager, c'est vrai, je le connais, mais je ne l'aime pas. Parce que je sais ce que le passager peut faire à quelqu'un. Je sais ce que une phase, un moment passionnel peut engendrer dans la vie d'une personne, peut chambouler dans la vie d'une personne. Donc, voilà, ces 2 éléments-là, mon manque de sommeil et mon manque de confiance, sont des éléments très marqués aujourd'hui dans ma vie. Du moins, ça me protège, mais ça me freine aussi parce que ça repousse des gens, ça repousse de bonnes personnes qui ne disent pas forcément tout sur leur vie ou qui préfèrent mentir que de dire la vérité. Et pour moi, je juge directement que ces personnes ne sont plus agréables à mes yeux, en fait. Donc, je préfère m'en éloigner. Et toi, Shannon, est-ce que tu en gardes des séquelles aujourd'hui? Ton micro. Shannon, ton micro est coupé. Désolée. Oui, j'en garde des séquelles, mais je dirais plus que j'en ai appris des leçons plus qu'autre chose. Vraiment des leçons de la vie, concernant la vie sociale. J'essaie un peu plus de m'intéresser aux gens, chose que je ne faisais pas avant parce que pour moi, tant que je n'ai pas mon intérêt là, je ne vois pas pourquoi je vais perdre mon temps. C'est vrai qu'il y avait des personnes, mon cercle restreint, que oui, là, ça venait du cœur, mais les personnes lambda, je ne prêtais pas trop attention. Mais j'avoue qu'avec du recul, non seulement j'essaie de prendre plus du temps pour des personnes que je considère beaucoup parce que je me dis, fais aux autres ce que tu aimerais qu'on te fasse. Par exemple, dans cette période que tu as traversée, essaie de traiter les autres comme toi, comme peut-être tu aurais aimé te sentir ou je ne sais pas trop. Donc, j'essaie en fait d'être là pour les personnes que j'aime davantage, de prendre des nouvelles. J'essaie d'encourager du mieux que je peux les personnes que j'aime. J'essaie de vraiment les pousser à toujours être enjoy, à toujours être joyeuse. Parce que je me dis, voilà, il y a des personnes qui, comme moi, peuvent être là, sourire, mais dans le fond, ça ne va vraiment pas. Des personnes qui ne sont pas faibles d'esprit. Donc, j'essaie déjà d'être plus présente pour mes proches. Lorsque j'ai la possibilité d'être là, je le suis. Lorsque j'ai la possibilité de manifester, je dis rarement je t'aime à mes proches, c'est vrai. Et je vous aime. Je sais pas. Voilà, donc lorsque j'ai la possibilité d'être là, je le suis. Et pour les personnes également que je ne connais pas, j'essaie de prendre du temps également pour ces personnes-là. Chose qu'avant, je ne faisais pas. Mais je dirais en fait que je me suis vraiment remise en question concernant moi-même.
Parce que je me suis dit, OK, tu es rigoureuse sur plein de choses dans la vie, mais quand tu te regardes toi-même, qu'est-ce qui fera en sorte que si tu partais, par exemple, on parlerait de toi en bien? J'ai essayé de repenser, OK, il y a bien la Shannon brillante, il y a la Shannon studieuse, il y a la Shannon joviale. OK, mais qu'est-ce que je fais pour mes proches? Imagine, je me mettais à la place des personnes qui pouvaient être dans ces situations-là. Est-ce que j'essaie de prendre de leurs nouvelles? Est-ce que j'essaie de savoir comment ça va, même quand je n'ai pas besoin de quelque chose? Est-ce que j'essaie d'être là? Donc, je me suis vraiment remise en question et j'essaie du mieux que je peux d'être là pour les personnes que j'aime, mais également pour les personnes que je ne connais pas, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens, en fait, qui vivent des situations compliquées, qui ne le montrent peut-être pas ou qui le montrent et qui ont besoin d'aide. Et ces personnes-là n'ont pas besoin forcément que le soutien vienne des personnes. Le soutien ne viendra pas forcément des personnes proches. Ça peut venir des personnes lambda. Et donc, j'essaie d'être une personne lambda là pour des personnes qui ne savent pas sur quelle épaule s'appuyer, qui se sentent mal, mais qui ne savent pas où se tourner, qui ont besoin d'une oreille, mais qui ne savent pas vers qui aller, parce que de nos jours, on ne peut vraiment plus faire confiance à quelqu'un. Tu vas te confier auprès d'une personne. La même personne qui est censée être proche de toi va aller tout divulguer. Donc, c'est vraiment risqué. Et donc, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris durant cette période à être encore plus vrai, parce que déjà, voilà, je suis vraie sur le côté cash, direct, mais vraiment essayer de manifester mes sentiments. C'est vrai que je le fais, je suis peut-être assez maladroite sur ce point-là, mais j'essaie de m'ouvrir tant bien que mal et j'essaie d'être là. J'essaie aussi de redoubler d'efforts concernant moi-même, parce que cette période m'a aussi permis davantage de forger mon moral. Je suis arrivée à un niveau où plus rien ni personne ne peut m'arrêter, plus rien ni personne ne peut me voir, me faire tomber, parce que je me dis, ma seule limite, c'est le ciel. Enfonce, OK, ce sera difficile, mais personne ne peut m'arrêter, aucune parole, aucune personne. Et même toutes les personnes toxiques là qui, dans ma vie, à un moment, ont vraiment essayé de me compresser. Je me dis, ça marche plus en fait. Ça marche vraiment plus. Et je suis vraiment assez reconnaissante pour cette période, parce que ça m'a davantage permis de grandir, davantage permis de comprendre la vie. C'est vrai que j'ai encore plein de choses à apprendre, je n'en doute point, mais cette période m'a vraiment permis de davantage comprendre la vie, de comprendre aussi les relations sociales, de comprendre l'être humain en général, comment il fonctionne, comment ça fonctionne dans l'âme d'un être humain, qu'est-ce qu'il peut essayer de ressentir. Donc, c'était vraiment, il y avait du positif et je dirais également du négatif, mais il y avait plus de positif qu'autre chose. Enoch, au sortir de ta dépression, est-ce que tu en tires des côtés positifs comme Shannon? J'en tire beaucoup de côtés positifs. Beaucoup. Parce que je suis quand même devenu assez patient avec la vie. Et j'ai aussi appris que la vie, on n'a pas tout ce qu'on veut. Il y a des moments dans la vie, tu peux être mis à l'épreuve par ton quotidien le plus proche. Et c'est à toi derrière de trouver la bonne issue, l'issue favorable à ta peine. Donc, chose que je n'avais pas avant. En plus de ça, comme elle disait, j'ai appris à plus parler. J'ai appris à plus parler avec le monde. J'ai appris à plus parler avec les gens. J'ai appris à écouter les peines des autres. Parce que moi aussi, je me disais, ce que tu me racontes là ne veut rien dire. Et pour toi qui m'as quand même côtoyé un peu, tu en sais quelque chose. Donc, j'ai pris du recul sur moi-même. Comme je t'ai souligné au début du live, je te disais, en fait, j'ai pris le temps sur moi de me remettre en question en toute situation, favorable comme défavorable. Chose que je faisais pas forcément. De trouver les points où j'ai fauté. Chose que les hommes, en général, avec un grand H, ne font pas. La remise en question, je ne l'avais pas. Aujourd'hui, je peux dire que je me remets en question en toute situation. Quand je me lève le matin, je me demande qu'est-ce que j'ai fait hier? Est-ce que j'ai eu à blesser quelqu'un? Si j'ai blessé cette personne, pourquoi j'ai blessé cette personne? Est-ce que j'étais obligé de blesser cette personne? Est-ce que ce que je vais dire à cette personne-là va
avantager son quotidien? Est-ce qu'en allant me confronter à quelqu'un, ça va, je ne sais pas, ça va changer quelque chose à ma vie? Ça va faire quelles seront ma relation avec la personne après notre altercation, et cetera, et cetera. C'est vrai, c'est pas encore parfait. C'est pas encore parfait. Je suis en progression par rapport à ça, mais je suis en bonne voie. Je suis en bonne voie. Et donc, comme Shannon a souligné aussi, ça m'a permis de me rapprocher de Dieu sur tout ça. Ça m'a vraiment permis de me rapprocher de Dieu. Surprenant pour certains, mais pour moi, c'était la suite logique. C'était la suite logique. J'ai eu une certaine vie à un moment et je pense qu'à un moment, il fallait que je passe à autre chose. Et donc, je ne me décris pas comme étant une meilleure personne, mais je me décris comme une personne ayant plus de valeur aujourd'hui aux yeux des gens, plus de valeur aujourd'hui aux yeux de mon entourage, connu comme inconnu. Et pour le moins, aujourd'hui, les gens peuvent m'écouter sans avoir peur de se dire, bah, lui, il va encore nous dire une cochonnerie qui ne va pas nous faire avancer du tout. Donc, voilà. OK. So, avant que vous ne vous trouviez dans un état dépressif vous-même, est-ce que vous aviez déjà entendu parler de dépression? Comme là, on fait un live, là, on en parle. Peut-être qu'il y a des gens qui vont apprendre et vont se confronter à cette situation et sauront comment gérer. Est-ce que vous avez entendu parler de dépression avant ça? Est-ce que vous étiez vous-même intéressé à ça? Sinon, est-ce que ça aurait changé quelque chose si vous aviez justement entendu parler de ça? Shannon. Personnellement, oui, j'en avais déjà entendu parler au Gabon, mais c'était sans plus, quoi. Et je pense que le fait de changer je dirais, de changer de milieu, ça m'a vraiment fait prendre conscience de beaucoup de choses. Ça m'a vraiment fait voir la vie différemment, arborer les choses différemment. Et j'avais déjà entendu parler de ça, mais c'était vraiment sans plus, comme avec nos mentalités au Gabon. Moi, quand je voyais dépression, c'était forcément hôpital psychiatrique, asile, ou voilà, c'était comme ça que je pensais. Mais en venant ici en France, ma façon de voir les choses a vraiment changé. Sur ce point, ça a vraiment changé. Et je pense que c'est de là que je me suis vraiment intéressée à l'être humain en lui-même. Et c'est de là que je me suis rendu compte que l'être humain en lui-même a beaucoup de manquements, a beaucoup de ce qui font de lui ce qu'il est aujourd'hui. Principalement l'Africain, parce que là, on est en train de parler de dépression en Afrique. Principalement l'Africain, nos mentalités sont tellement limitées que, voilà, on n'est pas habitué à ce genre de choses. Et j'aimerais souligner un petit point. Hier, j'étais de passage sur Facebook et j'ai vu une publication dans un des groupes Facebook auxquels j'appartiens. Je ne sais pas pour ceux qui connaissent les immatures. Et c'était un jeune rappeur ivoirien qui était interné justement par dépression. Je me suis dit, ça m'intéresse ça. Donc, je suis allée lire les commentaires pour voir un peu ce que les gens pensaient parce qu'on disait que le jeune en question a été interné suite à une dépression. Et tout de suite, ça a sorti dépression, c'est pas des mots africains, ça, c'est pour les blancs. Dépression, moi, je connais pas ça. Dépression, allez, c'est ça, ce sont les drogues. Et voilà, il y a une autre personne qui est venue en mode, oui, c'est son père qui l'a attaché. Voilà, quoi, nos mentalités de noirs. Donc, c'est vraiment un problème déjà parce que ce n'est pas ancré en nous, ce n'est pas quelque chose de commun déjà dans nos us et coutumes, mais également dans nos mentalités. Ce qui fait que, pour ma part, déjà, j'en avais entendu parler, mais c'était sans plus. Pour moi, c'était vraiment, lorsque je voyais dépression, c'était l'extrême, la folie, asile, hôpital psychiatrique. Mais vraiment, venant ici, ma vision des choses a clairement changé. Et toi, Enoch, tu en avais déjà entendu parler? Avant de le vivre, quelquefois, vite fait. Mais pour moi, comme Shannon l'a souligné, je faisais partie de cette classe de personnes qui disaient la dépression, en fait, c'est quoi ce délire, en fait? Gars, si ça va pas, je sais pas moi, occupe-toi d'une autre manière, je sais pas, trouve une distraction, mais ne t'appuie-toi pas sur ton sort. Et quand je me suis retrouvé dans cette belle phase-là, je peux jurer qu'aujourd'hui, quand je vois des gens en parler et en rire, je me dis, je vais pas vous souhaiter ça, mais je vous souhaite par contre de ne pas vivre ça. Parce que l'état mental de tout un chacun
va dépendre de ton après-dépression, va dépendre de comment tu vas, quelle est la personne que tu vas devenir. Donc, dans mon milieu, j'avais jamais eu un cas physique. C'est vrai, j'ai eu peut-être des gens qui ont vécu des trucs qui ont vécu ça, mais moi, pour moi, je me disais, mais cette personne, elle est faible, cette personne, elle est fragile. Alors que non, cette personne était justement arrivée à un moment de sa vie où elle ne pouvait plus, où elle se demandait, mais attends, quelle est l'issue que je peux avoir à cette solution-là qui tend à me bloquer, en fait, qui tend à me bloquer toutes les issues, toutes les voies. Dans notre pays aujourd'hui, on le voit assez bien, mais on le voit assez bien, mais on ne le classe pas comme étant de la dépression. Nos jeunes qui, pour le moins, se dévalorisent pour la plupart en faisant des choses que je ne vais pas juger, mais en faisant des choses pour lesquelles, en fait, pour eux, comme on dit chez nous, on va encore faire comment? C'est justement à ce moment-là que tu te dis, en fait, oui, nous en Afrique, particulièrement pour nous, moi qui suis gabonais, je me dis, nous au Gabon, on a cet élément-là. Et eux, par peut-être une grande précarité, ils n'ont peut-être pas eu accès à différentes infrastructures comme certains. Ils n'ont peut-être pas eu accès aux mêmes chances que peut-être vous et moi, on a eu aujourd'hui, où on a eu des parents qui nous ont guidés, des parents qui nous ont éduqués, des parents qui savaient, qui pensaient à notre demain. Et pour eux, la seule chose, le seul manifeste qu'ils ont devant leurs yeux, c'est de se jeter dans les bienfaits de la rue. Et on sait tous où ils finissent, pour la plupart. Il n'y a qu'à voir, comme on l'appelle, à Sans-Famille à la prison centrale. J'en connais certains qui sont passés par là. Et quand tu vois ces gens aujourd'hui, tu te dis, il y a un truc qui a changé. Les gens ne sont plus les mêmes parce qu'ils vivent dans une très grande précarité qui se disent, il n'y a pas d'issue. Tu es entre quatre murs, tu fais même pas, c'est même pas un 9 mètres carrés. Tu te dis, Seigneur, comment je vais me sortir de là? Qu'est-ce qui m'a conduit là? Tu n'as aucune réponse, tu es tout seul face à ton destin. Quel destin? Un destin fermé. C'est justement là, justement quand on regroupe ces différents phénomènes, ces différents faits, on se rend compte en prenant la définition globale de la dépression qu'en fait, on vit la dépression au quotidien, mais on néglige aussi cette dépression au quotidien. Et c'est bien malheureux. Sinon, on ne devait pas avoir de suicide dans notre pays. Sinon, on ne devait pas avoir de crimes passionnels dans notre pays. Et j'en passe. Naturellement, genre l'être humain, naturellement, on a tous des coups de blues. Genre, ça nous arrive de se trouver dans un mood où on est triste, on ne sait pas d'où ça vient, mais c'est des coups de blues. Genre, c'est des trucs, je veux dire, passagers, ça arrive, ça vient. Comme on dit, ça vient, ça part comme ça vient. Yeah, je crois que c'est ça. Genre, ça part comme ça vient, en fait. Alors, comment distinguer un coup de blues d'un état dépressif? Chanel, est-ce que tu as une idée? Bah, déjà, un coup de blues, comme tu le dis, c'est vraiment passager, quoi. On a tous des périodes où, voilà, on n'a pas envie de X, ou on n'a pas envie de Y, on n'a pas envie de voir X, ou on n'a pas envie de voir Y. On a tous ces périodes-là dans la vie. Mais c'est passager, c'est pas quelque chose, c'est pas des situations qui vont stagner ou qui vont mettre du temps ou se détériorer ou faire en sorte que notre état se détériore si on ne les traite pas. C'est vraiment des états passagers. Par exemple, moi, je suis quelqu'une, un matin, je peux avoir envie de me déconnecter des réseaux sociaux. Comme ça, je peux disparaître un mois de Facebook, d'Instagram, et je reviens juste parce que, voilà, mon mood n'est pas en fait, n'est pas dans cet état-là actuellement, n'est pas dans cet état de réseaux sociaux, par exemple, à un instant T. C'est vraiment passager, un coup de blues, ok, je ne suis pas d'humeur, d'accord. Mais après, la dépression, c'est vraiment, comme je disais, faut vraiment je suis vraiment heureuse qu'on ait abordé le sujet parce que c'est pas quelque chose à prendre à la légère. La dépression, c'est on cherche des ennemis à tout bout de champ. Voilà, X ne m'aime pas, Y me déteste, mais il y a des ennemis de qui on doit vraiment se méfier, qui sont intérieurs à nous. Les ennemis de notre âme, en fait. Il faut vraiment s'en méfier parce qu'ils attaquent silencieusement. Et c'est au moment où on ne s'en rend pas compte, si on est très faible d'esprit, qu'ils viennent et qu'ils nous assènent le coup de grâce. Et c'est un peu ça avec la dépression, parce que c'est quelque chose qui te ronge. Un coup de blues, c'est vraiment passager, mais la dépression vient et te ronge. La dépression vient et te met par moment, en fonction des situations, dans un état de culpabilité. La dépression vient et fait en fait ressortir tous les problèmes de ton âme, en fait, que tu essaies d'enfuir. Que tu te dis, bon,
Ça, c'est des situations que je suis capable de gérer parce que c'est des situations entre mon être intérieur et moi-même. Donc, ça va, je peux gérer. Mais la dépression vient en fait pour essayer de faire ressortir cela de telle sorte que en fait, elle vient te mettre sur le fait accompli pour te dire, meuf, voilà, regarde, il y a ça. Il y a par exemple le manque de confiance en soi. Voilà, tu as tel événement qui t'a bouleversé. En fait, tu as tous ces éléments de ton âme qui remontent en toi. Et peu importe ce que tu fais pour essayer de passer à autre chose, tant que tu ne règles pas ce souci-là, ce sera un cercle vicieux en fait. Tu vas toujours revenir à la même étape. Ce sera un cercle qui recommence, il recommence, il recommence. Alors qu'un coup de blues, c'est passager, ça vient, tu es dans un mood où tu n'as pas envie et après ça passe. La dépression, tant que tu ne cherches pas à régler le souci, c'est là. Et ça ne cesse de prendre de l'ampleur comme un trou noir en fait. C'est ça. Enoch, est-ce que c'est possible qu'une personne soit en dépression et pense que c'est juste un coup de blues et elle se dit que ok, c'est juste un coup de blues, c'est passager, mais entre-temps, la chose ne fait que s'installer en fait. Donc, est-ce que tu penses que ce genre de choses puisse arriver? Et si oui, est-ce que tu peux emmener un élément quoi, de réponse, si je dirais ça comme ça, pour que les gens puissent vraiment distinguer, dissocier un coup de blues d'une dépression? D'accord. Alors, comme Shannon l'a souligné, je vais juste récupérer sa définition. Elle a dit le coup de blues, c'est en fait ce moment où on sent que plus rien ne va. On sent, mais c'est vraiment un moment vraiment passager. Ça peut faire un jour, ça peut faire 2 jours, ça peut faire un mois. Mais c'est vraiment parce qu'il y a un élément qui nous dérange. On ne voit plus l'utilité de faire telle ou telle chose. Et comme on l'a souligné au début, comme on l'a souligné au début, la dépression, en fait, ici, c'est, comme on a dit, c'est vraiment cette perte d'estime de soi, cette grande culpabilité qui fleurit en nous de jour en jour, de mois en mois, d'année en année, si on n'arrive pas à s'en sortir assez tôt. Donc, maintenant, au point de dire, maintenant, est-ce que je peux me permettre de dire que le cumul, par exemple, suivant les situations qu'on a à affronter, suivant les domaines dans lesquels nous nous trouvons, un coup de boost peut se transformer en dépression. Je vais répondre d'abord oui, et peut-être après, je vais essayer de répondre non. Pour le oui, en fait, ici, on peut voir ça comme étant, pour nous les jeunes, on prend prenons la situation amoureuse. La situation amoureuse, souvent, on a de gros problèmes avec notre partenaire, on n'arrive plus à se comprendre. On a une flemme intérieure rien qu'à voir la personne devant nous parce qu'on se dit, il ou elle va encore nous rabâcher les mêmes histoires. Il ou elle va encore nous apporter les mêmes problèmes sans pour autant trouver de solution. Et de là, justement, en se disant, justement, en minimisant la grande quiétude, l'inquiétude de notre interlocuteur, de notre partenaire, on crée en lui je veux dire ça comment? On crée en lui, en fait, ici, ce moment où il se dit, mais en fait, lui, le gars, il fait plus d'efforts, ou la fille, elle fait plus d'efforts. En fait, je veux essayer de m'éloigner de lui et d'aller voir ailleurs. Ce qui était vraiment mon cas, parce que dans cette flemme de ma partenaire, je m'étais dit, en fait, quand ça va passer, elle va revenir. Mais hélas, quand c'est passé, elle n'est pas revenue parce qu'elle a guéri toute seule. On était à deux à un moment donné, mais à un moment donné, elle s'est retrouvée toute seule. Donc, de notre coup de blues en couple, on va dire, bah, moi, je me suis après enfermé dans un cocon où elle n'était plus. Et en étant tout seul, ce qui m'a conduit, moi, à cet état dépressif-là, duquel j'ai appris aujourd'hui à voir que, attention, quand nous sommes avec quelqu'un, que ce soit en amitié ou en amour, ou même professionnellement parlant, prêtons l'oreille aux plaintes de notre vis-à-vis. Parce qu'on ne sait pas dans quelle situation on va se retrouver. J'ai un autre exemple, toujours par rapport à moi. C'était pendant une période de stage que j'effectuais l'année dernière, et je ne m'entendais absolument pas avec mon tuteur. Je n'arrivais pas à communiquer avec lui. Je n'étais vraiment pas à l'écoute de ce qu'il me demandait. Et faisant preuve d'arrogance, donc moi faisant preuve d'arrogance, j'ai créé chez mon tuteur cette barrière-là, en fait.
il n'avait plus envie de m'enseigner quoi que ce soit. Il remettait en question tout ce que je faisais, des plus justes au plus banal, en fait. Des éléments, même si si je démontre un théorème de A à Z, pour lui, je ne pouvais rien produire d'évident. Et le résultat de ça, c'était quoi? C'était qu'à la fin, je crois 1 mois plus tard, cette atmosphère dérangeante, cette mauvaise atmosphère, pardon, ils ont menacé de me virer. De vous à moi, un étudiant en 4e année d'université qui sait que son stage est pour valider son année, qu'on vire. On est au mois de juillet, sensiblement. Je me retrouve dans quoi après si je me faisais virer? C'était une nouvelle dépression que je pouvais vivre parce que mon année devait être perdue. Je vais devoir refaire toute une année juste pour un seul stage. Et ici, on connaît comment c'est tout un processus vraiment pas possible. Donc, comme j'ai dit, oui, la dépression, le coup de blues ici peut entraîner une dépression en fonction du domaine où on se trouve. Maintenant, ah non, je dirais, dans notre quotidien, comme Chanel l'a dit, si je me déconnecte de Facebook pendant 1 mois, 2 mois, ou si je décide de ne plus parler à, je sais pas, un voisin ou une personne lambda, je ne pense pas que je vais être autant dépressif que ça si cette personne décide de me tourner le dos plus tard. Je ne pense pas que je vais me braquer. Je ne pense pas que le simple fait que cette personne ne fasse plus attention à moi va influencer mon quotidien, va changer ma manière de voir les choses, va me pousser dans une grande culpabilité à me dire « Wow, qu'est-ce que j'ai fait ?» Non, je ne pense pas. Donc, en gros, on va dire, pour résumer tout ce que j'ai dit, pour pas trop faire long, le coup de blues peut entraîner à la dépression en fonction de l'intérêt que l'on porte à la chose qui est devant nous, en fonction de l'intérêt qu'on a pour un événement, pour une situation, pour une personne. Donc, en plus simple. Ton micro. De nos jours, de plus en plus de jeunes Africains sont déprimés. Et ils sont dépressifs. Selon vous, à part les raisons que vous avez énumérées plus tôt en nous parlant un peu de votre vie, quelles peuvent être les autres raisons qui causent les jeunes à déprimer et à être dépressifs? Chanel. Bah, du coup, j'espère vraiment qu'il y a des jeunes sur ce live parce que c'est un sujet très important et je loue encore l'initiative et je suis heureuse qu'on en parle aujourd'hui. Déjà, excusez-moi pour tout à l'heure. Et mes petites en général, là, je reste la classique. Donc, mais je pense que j'en avais besoin. Et j'aimerais que là, vraiment, les jeunes prennent cette partie-là ou prennent vraiment ce live au sérieux parce que ce n'est pas du gâteau et ce n'est pas du jeu non plus. Donc, pour rebondir sur ta question, j'aimerais déjà qu'on se rende compte qu'il n'y a hormis de ce que c'est la dépression, qu'il n'y a pas qu'un seul type de dépression, en fait. Il faut déjà qu'on parte de là. Avant d'aborder les causes, en fait, de ces dépressions, il faut déjà que les gens sachent, en fait, que la dépression peut varier en fonction d'une situation et de la personne. Vous avez des personnes naturellement maniaco-dépressives qu'on appelle aussi des bipolaires. Ça, c'est des personnes, en fait, qui ont un dédoublement de la personnalité. Après, vous avez des dépressions réactionnelles, c'est-à-dire dues à un événement, je vais dire quoi, par exemple, on t'a viré de ton boulot et tu es rentré dans une phase noire. Ça aussi, c'est un autre type de dépression. Et enfin, nous avons les dépressions endogènes. Ça, c'est des dépressions un peu plus fréquentes parce que tu peux te dire en fait que c'est, comment dire ça, c'est une situation due à un sentiment de mal-être. C'est vraiment plus intérieur qu'autre chose parce que comme le manque de confiance en soi qui peut t'entraîner dans une dépression parce que tu vas te dire en fait, j'ai un souci, je ne suis pas assez bien, je suis ceci, je suis cela. Donc, je voulais, avant de rentrer dans le vif du sujet, déjà qu'on arrive principalement à faire cette différence. Après, il y a d'autres types de dépression, mais ce qui nous intéresse principalement chez les jeunes et ceux qui pourraient nous interpeller en Afrique, c'est ces 3 types-là. Et concernant les jeunes Africains, les causes en fait des dépressions, ça tout part d'abord de nos mentalités, des mentalités de nos parents et des mentalités que nos parents nous ont inculquées en fait. Je vais prendre un exemple assez basique, c'est encore un exemple personnel.
il y a environ 1 ou 2 mois, mon petit frère de 16 ans, c'est quelqu'un aussi vraiment d'assez vaillant, de fort mentalement comme moi. Et je l'ai rarement vu pleurer, à part quand je lui donnais la fessée, vrai. Mais je l'ai rarement vu pleurer pour des situations banales. Ça, c'est une chose, parce qu'il a su prendre le rôle de grand, de protecteur très tôt. Et du coup, il y a de cela 1 à 2 mois, il m'appelle en pleurs. Je n'ai pas compris, je me suis dit, bon, c'est certainement maman qui l'a réprimandé encore. Donc, il m'appelle en pleurs. Je lui demande qu'est-ce qu'il y a et il pleure à chaudes larmes. Je lui demande, calme-toi, qu'est-ce qui ne va pas? Et il me dit, vous me manquez. Parce que actuellement, c'est lui le seul grand à la maison. Ma soeur et moi, on n'est pas là actuellement. Et donc, du coup, il était en larmes et il disait, vous me manquez, vous me manquez, vous me manquez. Sur le tas, c'est vrai que quelques années avant, je lui aurais dit, toi aussi, un homme, tu vas pleurer parce qu'on te manque. Mais comme je disais, ma perception des choses a vraiment évolué. Sur le coup, j'ai essayé de le rassurer, j'ai essayé de le calmer en lui disant, calme-toi, ne pleure pas. Et il a fait quelque chose qui m'a vraiment marqué. Et là, j'ai su que beaucoup de jeunes ont besoin de ce moment-là avec leurs parents qu'ils n'ont pas. À cause des mentalités, en fait. Nos parents n'ont pas eu ces mentalités et ils veulent nous inculquer aussi ces mentalités-là. Donc, il est allé dans la chambre de ma mère en pleurs. Et tout ça, on était toujours en live. Et ma mère, tout affolée, elle me dit, Shannon, ton petit frère pleure quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il pleure quoi? Au lieu de se concentrer sur l'enfant qui lui dit que voilà, mes grandes sœurs me manquent, ce qu'elle a commencé à faire, c'est prendre le téléphone pour demander de mes nouvelles en mode ce qui venait de se passer n'était pas alarmant. Je suis restée choquée. Je lui ai dit non, tu ferais mieux de d'abord t'occuper de ton fils qui est en train de pleurer au lieu de demander de mes nouvelles et tout. Et ça m'a vraiment sidérée. Et je me suis rendu compte au fait que c'est un problème de mentalité. Nos parents ne sont pas habitués à ce genre de choses. Pour nos parents, le rôle d'un parent, c'est simplement de donner à manger, d'éduquer, d'envoyer à l'école et de chercher à ce qu'un enfant ne manque de rien. Mais moi, je pense que l'éducation, il y a aussi ce côté-là. Arriver à créer cette relation-là avec son enfant, arriver à créer cette alchimie, si je peux dire, si je peux me permettre, arriver à créer cette relation de proximité, chose que nos parents rares sont ceux qui le font. Ils se disent en fait, je vais encore prendre un exemple sur mon cas personnel. Pour toutes les personnes qui m'ont vue petite, premièrement, j'ai pas d'abord grandi avec mes parents. J'ai grandi dans un milieu assez aisé où j'étais vraiment gâtée parce que j'étais la seule enfant et j'étais vraiment gâtée. Je ne manquais de rien, je peux dire, mais j'avais ce vide en moi en fait. J'avais l'impression que malgré tout ce qu'on me comblait de biens matériels et tout, d'une bonne éducation, j'avais l'impression qu'il me manquait quelque chose. Et cette chose, je voulais la retrouver chez mes parents. Mais il s'avère que lorsque j'allais en vacances chez mes parents, il y avait toujours des querelles, il y avait des bagarres, il y avait des disputes. Et ce petit cercle-là, ce sentiment familial que je recherchais, je ne le trouvais pas. Pourquoi? Parce que les parents, dans leur état d'esprit, dans leur mentalité, c'est un enfant. On conçoit un enfant pour le mettre à l'école, pour qu'il soit quelqu'un demain. Mais non, et encore plus au 21e siècle, en fait. Il faut vraiment que déjà nos parents changent de mentalité. Et pour les parents-là pour qui il est trop tard de changer de mentalité, nous jeunes, il faut que nous ne pensions pas comme ça. Comme j'ai l'habitude de le dire, nous ne devons pas faire les mêmes erreurs que nos parents. Si nos parents ne nous ont pas apporté l'amour dont on avait besoin, parce que pour eux, l'amour, c'est envoyer à l'école, c'est soigner, c'est faire ceci, c'est faire cela, alors qu'il y a la discussion, il y a l'échange. Et je me suis rendu compte que tout partait d'abord de la mentalité. Il y avait un problème de mentalité, mais il y avait également ce problème-là aussi chez les jeunes que je constate beaucoup au 21e siècle. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai créé Dear Leader. Parce qu'il y a beaucoup de paraître chez les jeunes. Il y a énormément de paraître, ce qui font que les jeunes ont tellement d'attentes, mais ils ne veulent pas s'atteler à la tâche pour combler ces attentes-là, ils veulent la facilité. Ce qui fait que lorsqu'ils ne l'obtiennent pas, ça peut les pousser dans une dépression, ça peut les pousser à faire des choses qui, après, vont leur apporter des remords.
Il y a ça aussi, mais il y a aussi le problème du manque de confiance en soi. Je vais prendre le cas pour les jeunes femmes, les jeunes filles. Notre société nous a tellement formaté de telle sorte que pour être une belle jeune femme, il faut se dénuder. Pour être une belle jeune femme, il faut avoir des formes volumineuses. Pour être une belle jeune femme qui a confiance en elle, il faut exposer ces formes-là sur les réseaux sociaux. Ce qui fait que les jeunes femmes qui, par exemple, n'ont pas ces formes-là, n'ont pas ces standards de la société-là, elles vont se dire, moi, je ne suis pas assez bien. Elles vont en fait rentrer dans des complexes qui, au final, vont faire naître une dépression, en fait. C'est vraiment un cercle vicieux parce que on ne se rend pas compte, mais ce n'est pas un problème lié juste à une seule cause. C'est vraiment lié à plusieurs causes. Je prends le cas, par exemple, du Gabon, étant donné qu'on est sur l'Afrique, je vais principalement parler de mon pays. Je vais parler de ces pauvres jeunes-là qui, sur le plan éducatif ou sur le plan professionnel, par exemple, n'ont pas de bonnes conditions d'études ou n'arrivent pas à trouver du travail. Ces personnes-là vont se plonger dans des dépressions, à se dire, ah, on va encore faire comment? Il y a d'autres qui s'en vont et ça donne à des pratiques immorales, anormales. Et après tout ça, ça vient et ça te plonge dans une dépression parce que tu te sens sale, tu ne te sens pas bien, tu essaies de paraître en montrant une apparence externe qui ne te caractérise pas dans le fond, en fait. C'est vraiment tout un cercle vicieux, mais tout part de nos mentalités. Tout part de nos mentalités qu'il faut vraiment qu'on réadapte. Tout part de nos mentalités qu'on doit adapter à notre vision, à se dire, OK, ce n'est pas facile. OK, je n'ai peut-être pas tel attribut. OK, je n'ai peut-être pas des formes voluptueuses ou volumineuses, mais ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas ce qui va me pousser à me dire que je ne suis pas assez bien pour la société, parce que avant tout, c'est toi. Avant tout, c'est toi que tu dois satisfaire avant de chercher à satisfaire les autres, en fait. Et je me dis, en fait, c'est toutes ces causes-là en Afrique, c'est toutes ces causes-là au Gabon qui font que les jeunes sont comme ils sont. C'est bien vrai, on voit aujourd'hui des jeunes délinquants, on voit aujourd'hui des jeunes braqueurs et tout ce qu'on arrive à dire, c'est voilà, cette génération est une génération perdue. Tout ce qu'on arrive à dire, c'est que cette génération est une génération inconsciente. Mais est-ce que vous savez si ces personnes-là ont manqué d'amour? Est-ce que vous savez les situations que ces personnes-là ont traversées dans le milieu familial, si elles ont été battues, si elles ont été martyrisées, si elles ont été, comment je dirais ça? Elles ont été minimisées, si elles ont besoin d'affection. Parce qu'il y a d'autres personnes comme ça qui essaient de manifester leur dépression en voulant jouer les caïds, les durs, en se disant, voilà, de cette manière, moi, je n'ai plus de sentiments, je vais aller braquer, je vais aller tuer. OK, c'est bien beau de voir ce côté-là, mais quelle est la racine de ce mal? On ne s'attelle pas à chercher la racine des mots aujourd'hui. De nos jours, tout ce qu'on sait faire, c'est juger. Proche ou pas proche de la personne, tout ce qu'on sait faire, c'est juger. Tout ce qu'on sait faire, c'est incriminer. Tout ce qu'on sait faire, c'est, comment dire ça? C'est, comment dire, je vais dire ça comment? C'est se victimiser aussi, se victimiser en se disant, je vais encore faire comment? De toute façon, c'est la situation du pays. OK, il y a des situations indépendantes de ta volonté. Mais nous tous, autant que nous sommes, je ne parle pas comme quelqu'un qui ne sait pas, qui ne connaît pas les réalités du pays. Je ne parle pas comme quelqu'un qui ne connaît pas ce que c'est que de ne pas avoir de l'amour de ses parents. Je ne parle pas comme quelqu'un qui ne connaît pas le milieu. Je sais de quoi je parle, mais ça ne m'empêche pas d'être qui je suis aujourd'hui. Parce que je me donne ces moyens-là. Donc, je me dis, OK, il y a des causes externes, mais il y a des causes aussi qui sont causées par nous-mêmes parce que nous nous mettons des complexes, parce que nous aimons la facilité à cause du paraître. Les jeunes aujourd'hui aiment beaucoup de facilité. Après, c'est pour se plonger dans des dépressions parce qu'on n'est pas satisfait ou lorsqu'on voit les conséquences, on se dit, je n'aurais pas dû emprunter cette voie-là. Mais tellement on a honte, on ne peut plus faire demi-tour. On vient et on se laisse plonger dans une dépression. OK? Il y a les mentalités. C'est vrai qu'il y a aussi le gouvernement. Il y a des conditions qui ne sont pas favorables pour les étudiants, pour les jeunes qui cherchent du boulot. C'est vrai. Mais il y a aussi des situations qui dépendent de nous, en fait. Donc, merci, voilà. Chanel. Enoch, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Personnellement, Chanel. Pourquoi elle est en pause?
Elle a tout dit, elle a tout dit. Tu n'as plus rien à rajouter. Non, c'est bon, elle a tout dit, je crois. Merci, Chanel. Rajouter, Alors, non, moi j'aime entendre la voix d'Enoch. Enoch, viens rajouter quelque chose. Je ne peux pas attends, nous il va Garde ta répondre à la prochaine question tout de suite. Enoch, beaucoup de gens en Afrique pensent que la dépression, c'est un truc de blanc. Qu'est-ce que tu as à dire à toutes ces personnes-là? J'ai lu ou j'ai vu dans un dessin animé, je sais plus où, mais je crois que c'était un truc, une citation sur Facebook, une blague, qui dit qu'on ne mesure pas la profondeur de l'eau en regardant juste avec les yeux. En gros, si on prend la dépression comme étant un fleuve, on ne peut pas connaître la profondeur de ce fleuve-là si on ne met pas nos pieds ou si on ne prend pas un bois juste pour voir à quelle distance on se trouve, si on peut marcher sans pour autant se noyer. Donc, à ces personnes-là, je dirais, c'est bien parce qu'ils ne savent pas ce que c'est. Mais ce n'est pas un problème juste pour les Africains. Parce que si c'était un problème, pardon, juste pour les Blancs, je pense que tous les maux qu'on a en Afrique aujourd'hui, qui ne sont pas forcément forcément financiers ou sociaux ou je ne sais pas quoi, viennent bien de quelque chose. Chanel a signalé des faits où on dit que l'enfant, en fonction de l'endroit où on le retrouve, j'essaie de reformuler à ma façon, où il se retrouve, peut en fait dire dans quel état mental cet enfant se trouve. Je ne pense pas, je dis bien je ne pense pas, que quelqu'un à qui, sauf pour ceux-là qui sont vraiment prédestinés à cette voie-là, que quelqu'un à qui on a donné les moyens, que ce soit dans la communication, que ce soit financier, que ce soit dans l'éducation, et etc., puisse se retrouver à, en fait, à ne pas s'aimer lui-même, à se dévaloriser, à avoir une estime de lui-même où il se demande, mais en fait, c'est quoi le problème? Souvent même, on a des enfants, quand on voit dans nos lycées, où ses camarades de classe deviennent en fait, sont la raison pour laquelle il n'a peut-être plus envie d'aller en cours, où il se pose toujours des questions de dire, ah tiens, mes amis n'aiment pas ma chaussure, mes amis n'aiment pas ci, mes amis n'aiment pas ça, et dans l'enfant, dans sa tête, il va se dire, bah tiens, en fait, les gens n'aiment jamais ce que je mets. Ou on a des jeunes qui aiment bien dire, et moi je l'ai déjà fait, et quand j'étais plus jeune, où tu juges l'état physique de quelqu'un, où tu dis, ouais, la personne a un handicap, tu en ris. Quand j'étais au primaire, j'imitais les handicapés. T'imagines un handicapé que tu imites, qui a déjà un complexe par rapport à son handicap. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu crées juste… En fait, tu permets à son inquiétude de fleurir, qui va entraîner que il va se dire, pourquoi moi je suis handicapé? Pourquoi moi j'ai hérité d'un handicap et je n'ai pas pu marcher comme les autres? En fait, c'est ce phénomène-là, en fait, de se dire que c'est juste réservé aux Blancs, je ne pense pas. Il est bien vrai que ceux qui manifestent plus leur faiblesse, leur fragilité par rapport à certaines situations sont les Occidentaux. Parce que nous, les Africains, notre éducation, notre culture, nos traditions nous ont appris, pour les hommes en particulier, quand je parle d'hommes sexe masculin, à cacher leur faiblesse, à pleurer en cachette. Je pense qu'il y a un vieux dicton qu'on dit, un homme se cache pour pleurer. Lorsque ça ne va pas, il se cache pour pleurer. Mais se cacher pour pleurer, ça veut dire se fermer sur lui-même. On peut interpréter ça de différentes manières. De dire que je me cache pour pleurer, donc je ne peux parler à personne. Même pas à ma femme avec qui je dors sur le même lit. Qu'en ce moment, par exemple, j'ai perdu mon boulot. En ce moment, je ne sais pas moi, j'ai des difficultés à joindre les deux bouts par rapport aux charges de la maison, etc., etc. Donc, différents mots qui peuvent plonger quelqu'un dans une phase de sa vie où parfois il ne va même jamais ressortir de là. Parce que quand on arrive par exemple à un père de famille bien éduqué, qui travaille, qui a une vie assez rangée pendant des années et soudain tout à coup, il plonge dans l'alcool. Il se met à battre ses enfants en désordre. Il se met à tromper sa femme et à faire des enfants de gauche à droite. Cet homme-là, on dit qu'il est quoi? Qui veut montrer sa force, qui veut montrer sa virilité. Je ne pense pas. Cet homme a un mot en lui un mal en lui qu'il ne dit pas. Il a une blessure en lui qu'il ne dévoile pas. Et lui, en fait,
l'alcool, la violence, etc., sont pour lui un mode d'expression. J'ai dit tout à l'heure que lorsque moi, je me suis retrouvé dans cette phase-là, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé me faire un piercing. Ça parlait à tout bout de champ. Ma mère, elle a pété un câble. Bon, elle a pété un câble, manière de dire, mais elle était, pourquoi il fait ça? C'est quoi le projet? Je passais mon temps à boire. C'est vrai, je buvais déjà beaucoup, mais là, je buvais plus par plaisir, non. Je buvais parce que je me sentais seul et j'avais envie de me sentir bien, de me sentir libre pendant juste une nuit. Le temps que l'alcool descende et le lendemain, avec les maux de tête, les nausées, je me rappelle qu'en fait, non, rien ne va. Voici pourquoi certaines personnes sombrent dans la drogue. Pourquoi on a des jeunes Gabonais, justement, qui passent leur temps à fumer à longueur de journée. Pourquoi? J'en côtoie, quand je suis au Gabon, j'en côtoie beaucoup. Des gens avec qui je parle. Mais je ne peux pas les juger parce qu'on a grandi ensemble. Et aujourd'hui, parce qu'eux, ils n'ont pas eu les mêmes chances que moi j'ai eues, je ne peux pas venir dire, en fait, ce que vous faites là n'est pas bien. Non. Ce que je peux aider à faire pour ces personnes-là, c'est de demander, en fait, qu'est-ce que je peux, quelle est la valeur ajoutée que je peux avoir à votre mal? Comment on peut guérir votre mal? Comment vous montrer que votre mal, en fait, n'est pas bien? Parce que quelqu'un qui est dans cette phase-là, pour lui, c'est normal. Donc, tant de mots qu'on peut énumérer qui montrent bien que la dépression n'est pas seulement européenne. La dépression est une maladie. La dépression est humaine. La dépression vient d'un certain vécu, d'une certaine situation, d'une épreuve qu'on n'a pas su gérer. Et nous, les Africains, je pense qu'on gère déjà suffisamment très mal nos épreuves. Il n'y a qu'à voir tous les différentes situations qu'on voit au niveau du Gabon, tous les différents faits divers qui existent. À chaque fait divers, on porte un jugement. Mais posons-nous la bonne question. Pourquoi cette personne a agi de la sorte? Pourquoi quelqu'un qui était là aujourd'hui se retrouve là? Qu'est-ce qui s'est passé? Quel est l'élément changeant qui a entraîné en fait cette perte, cette chute? Qu'est-ce qui a fait en sorte que cette personne que tout le monde voyait comme étant quelqu'un de cadré dans sa tête se retrouve à sombrer? Donc voilà. Donc pour faire simple, pour dire en gros, la dépression n'est pas juste européenne. Je suis désolé. Shannon, tu as quelque chose à ajouter par rapport à tout ça? Un message pour ceux qui pensent que la dépression, c'est un truc de blanc. Bah, rapidement, je vais dire en fait que toutes les personnes qui pensent que la dépression, c'est un truc des blancs, c'est ramener le noir en fait à un état où il n'a pas d'âme en fait. Chose qui est fausse. Parce que c'est dans l'âme qu'on a toutes nos émotions, c'est dans l'âme qu'on a tous nos sentiments. Et ramener la dépression à une maladie de blanc, c'est vraiment ramener le noir à cet état-là. Et c'est vraiment une chose qu'il faut qu'on se sorte de la tête. Il faut qu'on arrête de blaguer pour tout et pour rien. Il faut vraiment qu'on réalise qu'il y a des sujets, il y a des situations qui sont très graves. Il y a des situations qui sont importantes et il y a des cas qui sont alarmants. Il faut vraiment qu'on en prenne conscience et il faut qu'on se rende compte en fait que de la même manière qu'un blanc a une âme, nous, les noirs aussi, nous avons des âmes. Peut-être nous n'avons pas les mêmes situations que nous traversons, ok, mais nous avons aussi des situations qui sont propres à nous. Et de là, je dis que non, la dépression n'est pas un truc de blanc, la dépression n'est pas une maladie de blanc, la dépression touche tous les êtres humains de la Terre, en fait. Souvent, indépendamment de notre volonté, la dépression peut venir et peut t'affecter, que tu t'en rendes, et tu peux même ne pas t'en rendre compte, en fait. Donc, voilà. Merci, Shannon, pour ton intervention. Alors, quel conseil donnerez-vous à une personne qui est dépressive? Quel conseil donnerez-vous à une personne qui vous regarde peut-être tout de suite, là, maintenant? Que direz-vous à cette personne dépressive-là pour traverser cette épreuve, pour en ressortir plus fort, etc.? Enoch? Alors, à cette personne-là, je dirais c'est normal. C'est normal d'avoir mal. C'est normal de regretter. C'est normal de se sentir coupable. C'est normal, c'est humain. On ne doit pas se dire que wow, ça m'arrive à moi. Non, je ne peux pas en parler parce que voilà, etc., etc. Non, c'est normal.
C'est humain d'avoir une peine, humain d'avoir mal après une situation, après une épreuve. C'est normal. C'est justement ça, en fait. Et pour les croyants, on va m'excuser, pour un croyant, on sait que Dieu passe son temps à mettre ses fidèles à l'épreuve, à mettre ses enfants à l'épreuve pour savoir s'ils méritent la récompense qu'il y aura derrière. Donc moi, je dirais, subissez votre épreuve. Ne vous laissez pas aller. Ne faiblissez pas parce que ça ne marche pas. Dites-vous, c'est normal, c'est un moment, c'est une phase. Si le soleil se couche, il finit toujours par se lever à un moment donné. Donc, prenons juste cette métaphore-là pour comprendre que à chaque mauvais temps, à un moment donné, même Dieu va décider de vous apaiser, en fait. Vous permettre d'avoir le repos, vous permettre de profiter de votre récompense, de la récompense qu'il avait mise en place pour vous à travers cette épreuve-là, à travers ce moment de faiblesse où tu te dis, wow, plus rien ne va, je vais me donner la mort, plus rien ne va, je ne mérite pas de vivre. Tu mérites de vivre. Parce que si cette épreuve ne t'a pas tué, en fait, c'est parce que tu dois vivre ça pour profiter de ce qu'il y a derrière. Comment profiter d'un repas si déjà en nous-mêmes, on n'a pas forcément faim? Comment le faire? Prenons cette phase-là comme étant la fin et prenons le repas qui vient à nous en fait comme étant en fait cet élément vers lequel on veut aller et on veut profiter, on veut savourer chaque ingrédient de notre assiette. Donc pour moi, c'est juste dire, il faut supporter, il faut s'accrocher, il faut serrer les dents. Ça fait mal, mais ça va aller. Shannon, qu'est-ce que tu dirais à toutes ces personnes qui nous regardent et qui sont dépressifs? Comme disait Enoch, la dépression, c'est normal. On a le droit, on a tous le droit de pleurer. On a tous le droit, en fait, voilà, on a le droit d'être faible par moment. On a ce droit-là, OK. Mais il ne faut pas, en fait, qu'on laisse la vie prendre le dessus sur nous. Parce que, OK, il y a des situations qui sont indépendantes de notre volonté, mais essayons de nous créer un monde pour sortir de cela, en fait. Essayons du mieux qu'on peut de sortir de cet état dépressif-là. Parce que je vais vous dire, en fait, que si vous ne cherchez pas à prendre le dessus sur la vie va vous la mettre à l'envers, en fait, comme on dit. La vie va vous faire ça dur, la vie va vous la mettre vraiment à l'envers. Donc, vous avez le choix, vous avez vraiment le choix. Soit vous vous laissez abattre dans cet état dépressif et vous vous disiez, le monde s'arrête là, parce qu'il y a d'autres qui vont même jusqu'à se donner la mort. Moi, je me dis, il faut vraiment en fait que vous forgiez votre morale. Il faut avoir des buts et vous concentrer sur ça et vous dire, OK, ça fait mal, ça fait très mal, mais je ne laisserai pas cette situation me laisser plus bas que terre. Je ne laisserai pas cette situation avoir le dessus sur moi. Parce que si tu laisses la vie à une occasion avoir le dessus sur toi, à chaque fois, elle pourra te malmener en fait. Soyez fort déjà, soyez vraiment fort et forgez votre morale et ne cherchez pas à toujours rejeter la faute sur tout le monde ou rejeter la faute sur tout le monde. Soyez d'abord vous-même auteur de votre vie, auteur de vous-même. Ne soyez pas des spectateurs en fait. Soyez vraiment fort et peu importe la situation que vous traversez, je sais c'est difficile, mais forgez-vous un moral d'acier et je vous promets que peu importe les difficultés que vous traverserez, peu importe les phases noires que vous traverserez, lorsque vous aurez ce moral-là, ce mental-là en vous disant que peu importe, même si je fléchis, je me relève, croyez-moi, vous allez toujours vous relever. Et quel conseil donnerez-vous aux gens en général pour qu'ils se rendent compte qu'il y a un problème avec les personnes qui les entourent? Ou encore, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour aider les gens à sortir de leur état dépressif? Et non, que conseillerais-tu aux gens en général pour qu'ils aident leurs prochains? Moi, personnellement, je dirais juste à la personne de s'assumer. Ce message, je sais pas, je sais que la personne à qui, quand je dis de s'assumer, je m'adresse, en fait, je vais prendre un exemple que j'ai vécu d'une amie à moi qui est passée par une phase, qui m'en a parlé et on a discuté de ça assez longuement. Et moi, je dis juste à la personne d'affronter son problème, d'affronter sa difficulté, d'affronter sa peine, si on peut classer ça comme étant une peine. Comme Shannon disait tout à l'heure, le tout est de savoir, je ne vais peut-être pas dire de savourer l'épreuve, mais le tout est de se dire,
après cette épreuve, tout ira pour le mieux. Tout va aller pour le mieux. Il faut maintenant que j'essaye de voir comment prendre mes dispositions pour supporter cette mauvaise phase-là, pour supporter ce mauvais passage, ce passage à vide que la vie m'impose. Parce que si aujourd'hui tu te lèves en te disant ouais, bon, en fait, tu te mets, en fait, tu crées un coup de blues dans ta dépression, je te promets, tu vas sombrer. Tu vas sombrer tout seul. Et personne d'autre, je dis bien personne, ne connaît ta peine mieux que toi-même. Personne ne connaît ta difficulté, personne ne connaît ce que tu ressens mieux que toi-même. On a pour manie de dire, oui, X me connaît mieux que moi. C'est faux. Aujourd'hui, je le dis, c'est faux. Parce que lorsque tu passes par certaines choses, tu comprends que la seule personne qui peut t'aider à passer un cap, à passer une épreuve, à passer un mauvais moment, c'est toi. Parce que toi seul, tu t'es mis dans cette peine-là, toi-même, tu t'es mis dans ce merdier, excusez-moi du terme, et toi seul sais comment passer ce cap-là. Je vais encore revenir sur un terme, comme j'ai l'habitude de dire, que Dieu ne donne pas une situation à quelqu'un qu'il sait qu'il ne peut pas affronter. On ne donne pas, comme on dit dans nos familles africaines, on ne donne pas à une mère un enfant qu'elle ne peut pas éduquer. Quand une mère dit un enfant me dépasse, ça n'a pas de sens. C'est comme dire, donc quand nous, êtres humains, on va dire, une situation me dépasse. Ce n'est pas possible. Si cette situation t'arrive, c'est parce que tu dois trouver la solution. C'est parce que ce qui va venir derrière, on veut voir si tu es capable d'assumer ce qui va venir derrière. Voici pourquoi on voit certaines personnes, je prends un exemple, pour qui on dit oui, telle situation a surpris la personne. Que oui, il était là, il était pauvre et aujourd'hui il est devenu riche. La richesse l'a surpris. Justement, il y a ceux-là qui ont souffert, qui ont vécu une grande difficulté, qui ont vécu un grand mal-être, qui ont vécu une grande précarité et qui aujourd'hui, lorsqu'ils sont dans l'aisance la plus complète, ils profitent de ça avec précaution, parce qu'ils se disent, ils savent dans leur tête que si je perds ça aujourd'hui, demain, je n'aurai plus rien. Si je perds ça aujourd'hui, demain, je n'aurai plus rien. Pour revenir encore, pour ne pas faire long, et je vais m'arrêter sur cet exemple-là, j'ai un film que j'aime beaucoup. Je pense même que c'est mon film préféré parce que je le suis toujours au moins une fois dans le mois. C'est À la recherche du bonheur de Will Smith. Ce gars-là, c'est une histoire vraie d'un homme qui a vraiment vécu dans la plus grosse précarité qui soit. Il a vraiment vécu dans la plus grosse précarité qu'il soit. Malgré son intelligence, malgré qu'il était classé comme étant un génie, la condition d'homme noir ne lui permettait pas d'accéder à certaines universités comme les Blancs de son époque. Cet homme a dû élever son enfant toute seule. Sa femme l'a abandonné, etc., etc., pour ceux qui ont suivi ce film-là. Mais cet homme n'a pas abandonné. Il a désespéré. Il dormait dans les métros new-yorkais, mais il a cru en lui. Malgré toutes les difficultés qu'il avait, il devait s'occuper de son fils. Il devait faire un stage qui n'était même pas rémunéré. Donc, on imagine un peu quelqu'un qui doit élever un enfant sans revenu et il devait vendre une technologie qui ne se vendait plus. Il avait fait un mauvais investissement. Aujourd'hui, cet homme est quelqu'un de très riche. Je peux dire, c'est un grand businessman américain. Quand j'ai relu son histoire, c'est vrai, après, il a eu quelques problèmes, mais c'est quand même quelqu'un qui a réussi. Et sa richesse, elle perdure. Elle perdure. C'est pour dire que, quelles que soient les preuves que tu as, savoure ton épreuve. Laisse-toi aller. Prends sur toi et regarde la suite, parce que la suite sera meilleure. Shannon, quel conseil donnerais-tu aux gens en général pour qu'ils se rendent compte de l'état dépressif des personnes qui les entourent et comment faire pour les aider à en sortir? Déjà, j'aimerais souligner un point pour certains proches, certains amis, parce que souvent, ce sont eux-mêmes les tueurs de destinée, en fait. Ce sont eux-mêmes qui viennent encore t'enfoncer dans le gouffre. Parce que tu as ces personnes-là qui ont, par exemple, la facilité de se... Excusez-moi. Qui ont, par exemple, la facilité de se confier. Il y a des gens qui viennent vers leurs amis en disant, voilà, je me sens comme ça, j'ai fait ça, ou voilà, de tel état dans lequel je me sens. Et du coup, tu as des amis ou tu as des pseudo-amis que moi, j'appelle vraiment des tueurs de destinée, qui sont là au lieu de t'aider ou de te reprendre avec la manière, qui viennent encore t'enfoncer.
qui viennent encore te faire culpabiliser. Donc déjà, à ces personnes-là, j'aimerais leur dire arrêtez. Vraiment, il faut arrêter parce que, ok, on rigole, ok, lorsqu'une personne vient vers vous, en fait, ce n'est pas vos jugements qu'elle attend, ce n'est pas que vous lui lanciez la première pierre ou que vous jouez les super saints alors que souvent, vous-même, ça va vraiment pas. C'est vraiment, elle attend du réconfort lorsqu'elle vient vers vous. Donc, à ces personnes-là, vers qui d'autres personnes vont se confier, essayez d'être plus à l'écoute, essayez d'être moins juge parce que vous n'êtes pas les dieux de la terre, je dirais ça comme ça. Essayez d'apprendre à comprendre les autres. Ça, c'est pour ces personnes-là qui arrivent à se confier. Maintenant, pour d'autres personnes en général, je dirais simplement d'essayer de prêter attention aux personnes qu'ils aiment, en fait, de prêter attention à ces personnes-là qui comptent pour elles, d'essayer de voir, en fait, de savoir, en fait, quand la personne ne va pas bien et quand on se rend compte que la personne ne va pas bien, essayer d'aller vers elle, de lui apporter du réconfort, même pas forcément en venant en mode voilà, tu vas pas bien, qu'est-ce que tu as? Mais même rien que par une blague, rien que par une attention particulière, une personne peut se sentir réconfortée. Donc, essayez vraiment d'être présent pour ceux que vous considérez vraiment comme étant des amis, au lieu de les enfoncer, au lieu de chercher à les enfoncer, et essayez d'apprendre à connaître les personnes autour de vous principalement. Essayez d'apprendre à connaître ces personnes-là qui comptent pour vous, pas seulement penser à ces personnes-là lorsque vous avez besoin d'un service ou penser lorsqu'il faut faire la fête, lorsqu'il faut s'amuser ou lorsqu'il faut discuter ou lorsqu'il faut faire ceci, mais vraiment chercher à connaître les gens autour de vous. Donc, c'est un peu ça. Merci, Shannon. Enoch, un conseil, un dernier truc pour tous ceux qui nous regardent. Alors, moi, je dirais juste, comme je vais juste, ça va être une brève répétition de ce que j'ai déjà eu à dire auparavant. À chaque phase, à chaque phénomène, restez juste vous-même. Ne créez pas des personnages. La phase, là, en fait, pendant ce moment-là, on a je veux dire, le facile a tendance à se présenter à nous facilement. Du moins, pour certains, ils vont sombrer dans l'alcool. Pour d'autres, ils vont sombrer dans la débauche, la dépravation. Pour d'autres, ils vont sombrer dans des activités que on ne peut pas expliquer, on ne peut pas parler aujourd'hui, on ne peut pas en parler là comme ça. Donc, c'est pour vous dire que ces phases-là, si ça ne vous définit pas, ne les faites pas. Ne vous dites pas, en fait, on m'a toujours jugé pour ça. On m'a toujours dit que je suis ça. En fait, maintenant, je vais le faire. Et tant pis, même si on pense quelque chose, tant pis les jugements des gens. Non, restez vous-même. Restez intègre. Restez pur. Ne vous dévalorisez pas parce que vous êtes dans une mauvaise phase. Ne vous dévalorisez pas parce que rien ne marche. Si pour vous, aujourd'hui, rien ne marche parce que vous avez eu un mini problème, imaginez ceux-là qui sont nés dans la difficulté. Imaginez ceux-là qui sont nés handicapés, qui sont nés pauvres et parfois même avec des handicaps qu'on ne peut pas expliquer. Mais ils vivent avec. Ils sont heureux parce qu'ils ont le souffle de vie. Remerciez juste la vie de vous avoir donné la capacité, justement, la mobilité, de se dire, ça va aller. Parce qu'il y a ceux-là qui n'ont pas cette chance. Il y a ceux-là qui n'ont pas cette chance. Il y a ceux-là à qui la dépression a pris le dessus et aujourd'hui, ils sont 6 pieds sous terre. Ou encore, ils sont tombés dans le vice le plus total. Et de là, on n'en ressort généralement pas. Parce que même si tu guéris, il y a une partie de toi qui a été touchée. Donc, restez vous-même, quelle que soit l'épreuve. C'est facile à dire comme ça sur un direct, mais restez vous-même. Celui qui vous parle aujourd'hui n'est pas quelqu'un de fort mentalement. Faux. C'est juste quelqu'un qui assume ses erreurs, qui assume ses fautes. Quel que soit le mal que j'ai pu commettre un jour, j'assume. En me disant, je demande pardon, en espérant que la prochaine fois, je ne vais plus recommencer la même chose. Parce qu'on est constitué comme ça, nous les êtres humains. On fait des erreurs. Les erreurs vont nous pousser à nous sentir coupables, vont nous pousser à nous dévaloriser, vont nous pousser à certains vices.
Éloignons-nous de ça et vivons comme on a toujours vécu, même si ça fait mal à un endroit où on ne sait pas. Parce que quand tu es vraiment dans cette phase-là, ça chauffe ici. À un moment, ça chauffe là. À un moment, c'est la tête qui chauffe. En fait, tu te demandes où est-ce que j'ai mal. Je peux penser à quel niveau pour ne plus sentir cette douleur. Vous ne pouvez pas penser cette douleur-là. Vous devez vivre avec cette douleur-là. Vous devez vivre avec cette épreuve-là et l'affronter. Donc, en gros, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci, Enoch. Alors, notre live tire à sa fin. Et à tous ceux qui nous regardent, tous ceux qui sont dépressifs, qui nous regardent, je vous dis que vous n'êtes pas seuls, que vous êtes forts, que vous pouvez vous en sortir. La preuve, vous avez Enoch et Shannon ici aujourd'hui qui en parlent, qui ont vécu, qui en gardent des séquelles, mais qui aujourd'hui sont plus forts. Donc, vous êtes dépressifs, ce n'est pas la fin du monde, c'est vraiment pas la fin du monde. Vous pouvez vous en sortir. Et à toutes ces autres personnes-là qui ne sont pas forcément dépressives, mais qui nous regardent, évitez de juger les gens parce que c'est l'une des causes de dépression. Évitez de vouloir que les gens soient comme vous le voulez parce que tout le monde n'est pas pareil. Arrêtez d'attendre de certaines personnes des choses que vous-même, vous ne faites pas, en fait, que vous-même, dont vous ne montrez pas l'exemple. Laissez les gens être authentiques, être comme ils sont avec laissez-les commettre leurs erreurs parce que la vie, on apprend tout le temps, on apprend tous les jours et c'est ça. Donc, merci à tous ceux qui nous ont regardés. N'oubliez pas de partager, de vous aimer à la page, de commenter. Vous pouvez raconter votre vécu en commentaire, vous pouvez venir en inbox, vous pouvez directement écrire à Shannon ou à Enoch. Soyez libres et croyez-moi, la dépression, plus on en parle, plus on se libère. Et tous les dépressifs qui nous regardent, je le répète une fois encore, on est fiers de vous. Vous n'êtes pas seuls et on vous aime. D'ici là, portez-vous bien et abonnez-vous à la page, excusez-moi. Abonnez-vous à The Builder of Tomorrow pour encore plus d'aventures, encore plus de sujets édifiants. Merci.